aujourd'hui pour une vidéo de correction d'exercices de chimie niveau seconde et nous allons corriger au cours de cette vidéo un total de 22 exercices dédiés à la partie du programme sur la modélisation de la matière. Donc vous pouvez télécharger les feuilles d'exercice dans la description de la vidéo et les résoudre par vous-même avant de visualiser la correction. Sur une première feuille, vous allez retrouver 4 exercices sur le noyau de l'atome au recto et 5 exercices sur le cortège électronique au verso. Sur la seconde feuille, vous trouverez 8 exercices, 4 sur le recto qui concernent la formation des ions et 4 sur le verso qui concernent la formation des molécules. Et enfin, sur la dernière des 3 feuilles, vous retrouverez 5 exercices sur la quantité de matière, donc une grandeur que nous voyons en classe de seconde et qui nous permet de compter les entités chimiques présentes dans un échantillon de matière. Attaquons tout de suite la première feuille et démarrons avec les 4 exercices du recto, donc ceux sur le noyau des atomes. Dans le premier exercice, nous devons compléter un tableau avec des éléments. Il s'agit ici de métaux qui sont des corps purs, à savoir le platine, le cuivre, l'or et l'argent. Ce qui va nous permettre de bien voir si on est au point avec l'écriture conventionnelle des atomes. Commençons par la première colonne avec le premier élément, le platine, où nous pouvons déjà remplir le nombre de protons qui est de 78. En effet, vu que le platine a 78 électrons, il aura également 78 protons pour compenser les charges, puisque vous savez qu'un atome doit être électriquement neutre. Passons à présent au nombre de neutrons. Ici, nous savons que le nombre de nucléons, que nous avons noté A dans le cours, est défini comme le nombre de masses, il est de 195. Ce qui signifie que l'atome, il possède en tout 195 protons et neutrons. Parmi ces 195 nucléons, 78 sont des protons. Donc 117 seront des neutrons, puisque 195 moins 78 nous donne 117. Enfin, nous avons toutes les informations nécessaires pour écrire l'écriture conventionnelle de cet atome de platine. Effectivement, on connaît le grand A, le nombre de nucléons, qui est de 195, et le grand Z, le nombre de charges, ou autrement dit le nombre de protons, qui est de 78. Nous écrivons donc le symbole du platine, PT, avec en haut à gauche 195 et en bas à gauche 78. Passons au deuxième élément du tableau, le cuivre, de symbole Cu. Il possède, lui, 29 électrons, et par conséquent, il possédera également 29 protons, puisqu'il est électriquement neutre, comme tous les atomes. Son nombre de nucléons, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans son noyau, il est de 63, puisqu'il possède 29 protons et 34 neutrons. Donc 29 plus 34, ça nous donne bien 63. Enfin, pour son écriture conventionnelle, nous écrivons son symbole Cu avec en haut à gauche le nombre de masses ou nombre de nucléons, à savoir 63, et en bas à gauche le nombre de charges ou bien le nombre de protons, à savoir 29. Pour le troisième élément, à savoir l'or de symbole Au, qui correspond aux deux premières lettres de son nom latin, à savoir aurum, et bien ici nous avons directement l'écriture conventionnelle. On nous donne donc en haut le nombre de nucléons, à savoir 197, et en bas le nombre de protons, à savoir 79. Concernant le nombre d'électrons, il nous suffit de remplir 79, étant donné que cet atome il aura lui aussi le même nombre d'électrons que de protons. Et pour le nombre de neutrons, nous savons que cet atome d'or il a dans son noyau 197 particules, dont 79 sont des protons. Il reste donc dans l'atome 197 moins 79, 118 neutrons. Passons maintenant au dernier atome du tableau, l'argent de symbole Ag, qui lui possède 47 électrons et par conséquent 47 protons également. On peut trouver le nombre de neutrons en faisant le nombre total de nucléons moins le nombre de protons, à savoir 108 moins 47. Et on trouve que cet atome d'argent il possède 61 neutrons. Enfin, pour l'écriture conventionnelle, il nous suffit d'écrire le nombre de nucléons, ou le nombre de masses, en haut à gauche, à savoir 108, et le nombre de charges, ou de protons, en bas à gauche, à savoir 47. Passons maintenant à l'exercice 2, où nous avons une série de questions, et à la fin de l'exercice, quelques données sur les masses des particules élémentaires, des masses qui ne sont pas forcément à retenir par cœur. Mais commençons par la première question, où on nous demande de citer les différents constituants présents dans le noyau d'un atome. Eh bien, toutes les particules élémentaires qui se trouvent à l'intérieur du noyau s'appellent les nucléons. Et parmi eux, il y aura des protons et des neutrons.
Deuxième question, pourquoi dans un atome il y a autant de protons que de neutrons? Eh bien, étant donné qu'un atome est une entité chimique électriquement neutre, par conséquent, il va posséder autant de protons que d'électrons pour que les charges positives et négatives se compensent. Pour la troisième question, on souhaite déterminer la composition du noyau de plusieurs atomes dont on nous donne l'écriture conventionnelle. Pour le premier atome, l'hydrogène H11, nous savons qu'il possède un nucléon et un proton. Par conséquent, il n'aura pas de neutrons puisque le nucléon présent dans le noyau est ici un proton. En revanche, pour le second atome d'hydrogène, H12, nous avons ici deux nucléons, dont un proton. Cet atome-là, il aura donc un neutron et un proton dans son noyau. Troisième atome de la liste, le lithium 7,3, qui possède donc 7 nucléons, parmi lesquels il y a 3 protons. Par conséquent, il y aura dans ce noyau 4 neutrons, puisque 7 moins 3 nous donne 4. À présent, l'argon, de symbole AR, possède 40 nucléons, dont 18 protons. Il aura donc lui dans son noyau 22 neutrons, étant donné que 40 moins 18 nous donne 22. Le cuivre, de symbole Cu, possède 63 nucléons, dont 29 protons, ce qui signifie que nous aurons dans le noyau de cet atome 34 neutrons, puisque 63 moins 29 nous donne 34. L'argent 108 possède lui 108 nucléons, dont 47 sont des protons. Il aura donc 108 moins 47, 61 neutrons dans son noyau. L'argent 106, par contre, lui, il possède toujours 47 protons, comme tous les atomes d'argent, mais seulement 106 nucléons. Il aura donc 59 neutrons seulement, puisque 106 moins 47, c'est égal à 59. L'or 197-79, de symbole AU, possède 197 nucléons, dont 79 sont des protons. Il reste donc 118 neutrons. Et enfin, le plutonium, de symbole Pu, possédera lui 94 protons et 150 neutrons, pour un total de 244 nucléons donc. Passons à la quatrième question, où on vous demande de citer parmi les atomes précédents lesquels sont des isotopes. Les isotopes étant en fait des versions différentes du même atome. Il s'agit donc du même atome, ils ont forcément le même nombre de protons, mais leur nombre de neutrons peut varier. C'est ce que nous avons pu constater avec les hydrogènes 1 et 2, qu'on appelle aussi le protium et le deutérium, qui sont donc deux isotopes de l'hydrogène, deux versions différentes de l'atome d'hydrogène. Pareil pour les atomes d'argent 106 et 108 que nous avons vus, il s'agit ici de deux isotopes puisque ce sont deux versions différentes de l'atome d'argent, qui sont plus ou moins lourds puisqu'ils n'ont pas le même nombre de neutrons dans leur noyau. Question 5, à présent on souhaite comparer la masse d'un neutron et d'un proton. Et pour faire cela précisément en physique-chimie, on va vouloir faire le rapport entre la masse de l'un et la masse de l'autre. C'est comme avec cet éléphant, on sait qu'il est plus lourd que l'homme, mais en physique on essaye d'être plus précis et on divise sa masse, à savoir 4000 kg, par la masse de l'homme, à savoir 75 kg, et on trouve que l'éléphant il est précisément 53 fois plus lourd que l'homme. Alors pour le proton et le neutron, on fait la même chose, on divise la masse du proton, qui est le plus lourd des deux, par la masse du neutron. Et on se retrouve avec un résultat sur notre calculatrice qui est de 1,00115. Et on laisse le résultat avec le même nombre de chiffres significatifs que dans l'énoncé, pour être aussi précis que dans l'énoncé. On laisse donc ces 6 chiffres significatifs. La masse d'un proton, elle est donc très proche de celle d'un neutron, puisque le rapport entre les deux masses, il vaut presque 1. Et vous savez que si le rapport entre deux valeurs, il vaut 1, c'est que les deux valeurs sont égales. Dernière question, on souhaite comparer la masse d'un atome de carbone avec celle de son noyau. Nous savons qu'un atome, il est constitué de protons, de neutrons et d'électrons. Mais dans son noyau, il n'y a que les protons et les neutrons. L'écriture conventionnelle de cet atome, C12,6, nous indique qu'il possède 6 protons et 6 neutrons. La masse du noyau, elle est donc 6 fois la masse d'un proton, puisqu'il possède 6 protons, plus 6 fois la masse d'un neutron, puisqu'il y a 6 neutrons dans le noyau. Et en gardant les 6 chiffres significatifs, on se retrouve avec un noyau qui pèse 2,00848 fois 10 puissance moins 26 kg. Pour l'atome dans son ensemble, à présent, il faut rajouter la masse des électrons, qui sont en périphérie du noyau.
ils sont au même nombre que les protons, puisque l'atome il est électriquement neutre, donc ils sont 6. On ajoute donc au calcul 6 fois la masse d'un électron, donc 6 fois 9,11 fois 10 puissance moins 31. Et pour trouver que la masse de l'atome dans son ensemble, elle est finalement de 2,00857 fois 10 puissance moins 26 kg. Et pour comparer deux masses en physique, nous avons dit qu'il fallait faire le rapport, donc divisons la masse de l'atome en entier, à savoir 2,00857 fois 10 puissance moins 26, par la masse du noyau uniquement, à savoir 2,00848 fois 10 puissance moins 26, et on se retrouve avec un résultat de 1,00004, donc extrêmement proche de 1, puisque l'essentiel de la masse d'un atome, elle se situe dans son noyau. La masse de tout l'atome, elle est finalement très proche de la masse du noyau. D'ailleurs, en physique-chimie, lorsque l'on a des données qui nous sont données avec un nombre différent de chiffres significatifs, comme c'est le cas ici avec la masse de l'électron qui nous est finalement donnée avec seulement 3 chiffres significatifs, le 9 et les 2 1 après la virgule, on doit à la fin conserver pour le résultat le même nombre de chiffres significatifs que les données les moins précises de l'énoncé. Donc pour notre deuxième calcul, la masse de l'atome dans son ensemble, nous aurions dû arrondir le résultat à 2,01 pour ne conserver que 3 chiffres significatifs. Et ainsi, en calculant notre rapport, nous aurions trouvé que la masse de l'atome, elle est égale à celle de son noyau, tellement la masse des électrons, elle est faible et négligeable par rapport à celle des nucléons. Passons maintenant au troisième exercice sur l'atome d'uranium, l'élément utilisé dans les centrales nucléaires pour produire de l'énergie. À la première question, on souhaite donner la composition du noyau d'uranium à partir de son écriture conventionnelle. Ici, nous avons donc 235 nucléons, parmi lesquels on retrouve 92 protons. Pour trouver le nombre de neutrons, il faut soustraire le nombre de protons au nombre de nucléons. On se retrouve donc avec un nombre de neutrons qui est de 143, puisque 235 moins 92, ça nous donne 143. Nous avons donc trouvé la composition de notre noyau d'uranium 235. À présent, nous souhaitons calculer la masse du noyau d'uranium dans un premier temps, puis la masse de tout l'atome ensuite. Pour la masse du noyau, nous avons en tout 235 nucléons. Et dans cet exercice, on n'utilise que 3 chiffres significatifs. On considère donc que la masse des protons et des neutrons, elle est exactement la même. Et qu'elle vaut 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Donc puisqu'il y a 235 protons et neutrons, on multiplie cette masse par 235. Et on trouve finalement que le noyau d'uranium, il pèse 3,92 fois 10 puissance moins 25 kg. Pour l'atome dans son ensemble, on sait que l'atome il est électriquement neutre et donc il va posséder le même nombre d'électrons que de protons, à savoir 92. On doit donc rajouter 92 fois la masse d'un électron au calcul. Donc la masse d'un atome dans son ensemble, ça va valoir 3,92 fois 10 puissance moins 25 plus 92 fois 9,11 fois 10 puissance moins 31, soit 3,9208 fois 10 puissance moins 25. Mais si on ne laisse que 3 chiffres significatifs, comme le suggèrent les données de l'énoncé, on se retrouve avec le 3, puis le 9 et le 2, soit simplement pour la masse de l'atome, 3,92 fois 10 puissance moins 25. Donc pour conclure et répondre à la troisième question, on peut dire que le résultat, en gardant 3 chiffres significatifs, eh bien c'est le même, ce qui signifie que la masse des électrons, elle est si petite qu'on peut la négliger. Le noyau représente en effet la quasi-totalité de la masse de l'atome. Pour le dernier exercice, nous allons remplir un tableau pour 3 éléments qui sont cette fois-ci l'argent, le mercure et le cobalt. Et cette fois, nous devons, en plus de donner la composition des atomes, calculer leur masse. Pour l'argon, nous connaissons le nombre de protons qui nous est directement donné dans l'écriture conventionnelle. Il y en a 18. Et nous pouvons donc en déduire le nombre de neutrons, puisqu'il suffit pour cela de soustraire le nombre de protons au nombre de nucléons. À savoir, on fait 40 moins 18, ce qui nous donne 22 neutrons. Pour calculer la masse ici, nous n'avons pas la masse des électrons comme donnée dans l'énoncé. Nous avons d'ailleurs vu dans les précédents exercices et dans le cours que cette masse d'électrons, elle est négligeable. On n'a donc pas vraiment besoin de la masse des électrons pour calculer la masse d'un atome, vu qu'elle n'affecte pas le résultat. Surtout si on travaille seulement avec 3 chiffres significatifs, comme ça va être le cas ici.
Ainsi, la masse de l'atome d'argon, elle est de 40 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, puisque l'atome, il possède 40 nucléons. L'atome d'argon, donc, il pèse 6,68 fois 10 puissance moins 26 kg. Passons au deuxième élément, le mercure, qui lui possède 202 nucléons, dont 122 sont des neutrons. S'il y a 122 neutrons parmi les 202 nucléons, cela signifie qu'il y a 202 moins 122, 80 protons à l'intérieur du noyau. On peut également compléter l'écriture conventionnelle de l'atome en écrivant le nombre de charges en bas à gauche, à savoir 80, puisqu'il y a 80 protons. Concernant la masse, il y a en tout 202 nucléons. On multiplie donc la masse des nucléons par 202. On se retrouve avec une masse qui est de 3,37 fois 10 puissance moins 25 kg pour l'atome de mercure. Enfin, concernant le cobalt, nous savons qu'il a 27 protons. Nous pouvons donc déjà noter le nombre de charges dans l'écriture conventionnelle en bas à gauche. Et pour trouver le nombre de neutrons, nous ne savons pas cette fois combien il y a de nucléons. Mais on connaît tout de même la masse totale de l'atome qui est de 9,85 fois 10 puissance moins 26 kg. Et parmi cette masse, il y a une partie qui concerne les protons et une partie qui concerne les neutrons. Pour la masse des protons, nous savons qu'il y en a 27, donc il y a 27 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, soit 4,51 fois 10 puissance moins 26 kg, qui concerne uniquement les protons. Par conséquent, si on soustrait la masse des protons à la masse totale de l'atome, ou du noyau de l'atome, c'est pareil, nous allons nous retrouver avec la masse de tous les neutrons, qui vaut alors 5,34 fois 10 puissance moins 26 kg. Donc si tous les neutrons pèsent 5,34 fois 10 puissance moins 26 kg, et qu'un seul neutron pèse 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, alors si on divise la masse totale des neutrons par la masse d'un seul neutron, on va trouver combien il y a de neutrons dans cet atome. En divisant 5,34 fois 10 puissance moins 26 par 1,67 fois 10 puissance moins 27, on trouve que le noyau de cobalt, il contenait en fait 32 neutrons. Et on va pouvoir terminer cet exercice en complétant l'écriture conventionnelle de l'atome et en ajoutant en haut à gauche le nombre de masses, qui correspond au nombre total de nucléons. Donc le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Donc 27 plus 32, ce qui nous donne 59 nucléons. Passons au verso de la feuille et nous allons maintenant corriger 5 exercices sur le cortège électronique des atomes. Pour le premier exercice, nous avons une série de 3 questions sur un atome dont la structure électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. On nous demande tout d'abord quelle est la couche externe de cet atome. Il s'agit d'un atome qui possède des électrons sur les couches 1, 2 et 3. Les deux premières étant les plus proches du noyau, elles sont considérées comme des couches internes. Et c'est bien la couche numéro 3, la plus éloignée du noyau, qui est la couche externe. Attention, ici on parle bien de couche et non de sous-couche. On souhaite ensuite savoir combien d'électrons de valence possède cet atome. Les électrons de valence, aussi appelés les électrons périphériques, ce sont ceux qui sont situés sur la couche externe. Cet atome, il en possède donc 7 sur la couche externe numéro 3. Il y en a 2 sur la sous-couche 3s et 5 sur la sous-couche 3p, ce qui fait bien 7 électrons de valence au total. Enfin, on souhaite donner l'écriture conventionnelle de cet atome. On nous dit qu'il s'agit du chlore et qu'il possède 18 neutrons dans son noyau. Ici, il va bien falloir se souvenir du cours précédent sur le noyau de l'atome, et notamment de l'écriture conventionnelle, où il faut écrire en bas à gauche de l'atome son nombre de protons, et en haut à gauche son nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus de neutrons. Concernant le nombre de protons, on sait qu'un atome doit être électriquement neutre, ce qui signifie que l'atome il doit avoir le même nombre de protons que d'électrons. Ici nous avons un atome qui a en tout 17 électrons, 2 sur la couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s, 6 sur la sous-couche 2p, 2 sur la sous-couche 3s et enfin 5 sur la sous-couche 3p, ce qui fait bien 17 électrons au total. Et par conséquent, cet atome de chlore il possède également 17 protons. On peut donc écrire l'écriture conventionnelle de cet atome de chlore de symbole Cl avec le nombre de protons en bas à gauche, à savoir 17, et le nombre de nucléons, ou le nombre de masses, en haut à gauche, à savoir 35, puisque si l'atome possède 17 protons et 18 neutrons, cela signifie qu'en tout il possède 35 nucléons.
Passons au deuxième exercice où nous devons remplir un tableau. Nous avons dans la colonne de gauche les structures électroniques de différents atomes qui nous sont donnés. Et à droite, nous devons dire à partir de ces structures électroniques combien d'électrons de valence l'atome possède-t-il. Rappelons que les électrons de valence sont bien ceux qui se situent en périphérie de l'atome et donc qui sont situés sur la couche externe. Et je vous rappelle que lorsqu'on note la structure électronique d'un atome, on place bien les électrons en exposant sur les couches sur lesquelles ils sont positionnés. Ainsi, le premier atome, il ne possède que deux couches. Par conséquent, sa couche externe est la couche numéro 2. Et sur cette couche numéro 2, on retrouve un seul électron qui est placé en exposant sur la sous-couche 2s. Le premier atome possède donc un seul électron de valence. Le deuxième atome, quant à lui, il possède également deux couches, ce qui signifie que sa couche externe est lui aussi la couche numéro 2. Et sur cette couche numéro 2, on retrouve 4 électrons en tout, 2 placés sur la sous-couche de S et 2 placés sur la sous-couche de P. Ainsi, le deuxième atome possède 4 électrons de valence. Passons au troisième atome. Nous avons une fois de plus uniquement deux couches qui contiennent des électrons. La première est donc la couche interne et la couche numéro 2 est la couche externe où vont se situer les électrons de valence. En l'occurrence, il y a 6 électrons de valence pour ce troisième atome. 2 sur la sous-couche de S et 4 sur la sous-couche de P. Le quatrième atome possède cette fois-ci des électrons répartis sur 3 couches électroniques. À ce moment-là, les couches numéro 1 et 2 sont considérées comme les couches internes, tandis que la couche externe, c'est la couche numéro 3 de l'atome. On retrouve sur cette couche numéro 3 2 électrons sur la sous-couche 3s, plus 5 électrons sur la sous-couche 3p, ce qui nous donne en tout 7 électrons de valence, puisque 5 plus 2 nous donne 7. Enfin, le dernier atome possède lui aussi 3 couches contenant des électrons. La couche externe est donc la couche numéro 3, et sur cette couche, l'atome il possède 2 électrons au niveau de la sous-couche 3s et 2 électrons au niveau de la sous-couche 3p. Il possède donc 4 électrons de valence en tout. Passons au troisième exercice où il faut donner la position des éléments chimiques sur le tableau périodique simplifié. Pour ce faire, nous connaissons que la structure électronique des atomes. Je vous rappelle que les éléments situés sur la première ligne ne possèdent que des électrons sur la première couche électronique. Ceux qui sont situés sur la deuxième ligne vont posséder des électrons sur les couches 1 et 2. Et ceux qui sont situés sur la troisième ligne, ils possèdent des électrons sur les couches 1, 2 et 3. Si on regarde le premier élément qui nous est donné, par exemple, on remarque qu'il a 2 électrons sur sa couche 1s et 1 électron sur sa sous-couche 2s. Il sera donc forcément sur la deuxième ligne, puisqu'il possède des électrons sur les deux premières couches. Maintenant, je vous rappelle aussi que nous avons vu à la fin du cours que les atomes rangés dans la première colonne ne possèdent qu'un électron de valence. Ceux qui sont situés dans la deuxième colonne, ils possèdent 2 électrons de valence. Ceux sur la troisième colonne, 3 électrons de valence, etc. Notre premier atome, il ne possède qu'un seul électron sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2. Il n'a donc qu'un seul électron de valence, et c'est par conséquent un atome qui va se situer sur la première colonne du tableau périodique. Notre premier atome, en fait, c'est du lithium, de symbole Li, puisqu'il se trouve sur la deuxième ligne et sur la première colonne. Notre deuxième atome, il possède des électrons sur les couches 1 et 2. Il est donc lui aussi sur la deuxième ligne. Sa couche externe, c'est la couche numéro 2, sur laquelle on retrouve 5 électrons, 2 sur la sous-couche de S et 3 sur la sous-couche de P. Cet atome, il possède donc en tout 5 électrons de valence, et par conséquent, il va se trouver sur la cinquième colonne du tableau périodique. Il s'agit donc en fait de l'azote, de symbole grand N, puisque c'est bien l'élément qui est situé sur la deuxième ligne et sur la cinquième colonne du tableau périodique. Le troisième atome, lui, il possède des électrons sur les 3 couches électroniques. Il sera donc situé sur la troisième ligne du tableau périodique. Il possède également 5 électrons de valence, 2 sur la sous-couche 3s, plus 3 sur la sous-couche 3p. Et par conséquent, il va se trouver à la cinquième colonne du tableau périodique. L'atome qui possède cette structure électronique, c'est donc le phosphore, de symbole grand P, puisque c'est bien lui qui est situé à la troisième ligne et à la cinquième colonne de la table de Mendeleïev. Enfin, le dernier élément possède aussi des électrons sur les 3 couches électroniques, mais il n'a lui qu'un seul électron de valence situé sur la sous-couche 3s. Par conséquent, cet atome, c'est forcément le sodium, de symbole Na, qui se situe sur la troisième ligne et sur la première colonne du tableau périodique. L'exercice suivant, l'exercice numéro 4, consiste à étudier un atome de carbone 12 qui est grandement présent dans la matière vivante. Nous avons une série de 7 questions qui portent aussi bien sur le cortège électronique que sur le noyau de l'atome. Donc c'est pour vérifier que tout ce qui a été vu au chapitre précédent n'a pas déjà été oublié. Et premièrement, on souhaite savoir pourquoi l'atome de carbone il possède 6 protons.
Donc au vu de l'énoncé, on s'aperçoit que le nuage électronique de l'atome possède une charge égale à moins 6 fois la charge élémentaire. Ça veut dire qu'il y a 6 fois la charge élémentaire négative, donc 6 électrons dans ce nuage électronique. Donc si le nuage électronique de l'atome de carbone possède 6 électrons, par conséquent, puisqu'un atome est électriquement neutre, cela signifie qu'il y aura 6 protons dans le noyau de cet atome de carbone, afin de compenser les charges négatives du nuage électronique. Pour répondre à la deuxième question, nous venons de dire que le noyau possède 6 protons. Chacun de ces protons possède une charge élémentaire de 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La charge totale du noyau est donc égale à 6 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19, ce qui nous donne un résultat de 9,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs pour la charge du noyau. Dans le noyau de cet atome de carbone, il y a également des neutrons, mais qui ne vont pas changer la charge, puisque comme leur nom l'indique, ils sont neutres. Et à la troisième question, on souhaite donner l'écriture conventionnelle de cet atome de carbone. Je vous rappelle ce que nous avons vu au chapitre précédent, c'est que l'on note le symbole de l'atome en grand, ici un grand C pour le carbone. En bas à gauche, on met le nombre de charges, donc le nombre de protons, qui est ici de 6, comme nous l'avons vu à la question 1. Et en haut, on va mettre le nombre de nucléons, ou le nombre de masses, qui est donné dans l'énoncé et qui est finalement de 12. Il y a 6 neutrons dans le noyau, en plus des 6 protons. On vous demande ensuite d'énoncer les règles de remplissage des différentes couches par les électrons, avant de donner la structure électronique de l'atome de carbone. Donc cet atome de carbone, on le rappelle, il possède 6 électrons, puisque son nuage électronique a une charge de moins 6 fois la charge élémentaire. Et ces électrons, ils vont successivement remplir des couches électroniques en commençant par la couche la plus proche du noyau. Ainsi, les deux premiers électrons du carbone vont se placer sur la couche 1s, qui peut par ailleurs contenir 2 électrons au maximum. Du coup, les 2 électrons suivants vont se placer sur la sous-couche 2s, qui elle aussi peut contenir au maximum 2 électrons. Et enfin, les 2 derniers électrons vont se placer sur la sous-couche 2p, qui elle aurait pu contenir jusqu'à 6 électrons. Mais puisque notre atome de carbone ne possède que 6 électrons, il n'en reste que 2 qui vont se placer sur cette sous-couche 2p. Et finalement, la structure électronique de l'atome de carbone se notera 1s2, 2s2 et 2p2. Puisqu'il y a 2 électrons sur la couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s et 2 sur la sous-couche 2p. On souhaite par la suite calculer la masse d'un atome de carbone avec une précision de 2 chiffres significatifs. La masse des particules élémentaires, elle nous est d'ailleurs donnée dans l'énoncé avec seulement 2 chiffres significatifs, le 1 et le 7 pour les nucléons et le 9 et le 1 pour les électrons. Nous avons vu au cours des questions précédentes de quoi est composé exactement cet atome de carbone. Nous savons qu'il possède 6 protons et 6 neutrons dans son noyau, donc 12 nucléons, chacun d'une masse de 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg, ainsi que 6 électrons répartis sur les différentes couches électroniques, ayant chacun une masse de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Passons donc à l'application numérique en ajoutant 12 fois la masse des nucléons avec 6 fois la masse des électrons. Et en ne gardant que 2 chiffres significatifs, au résultat, on va se retrouver avec une masse de l'atome de carbone qui est de 2,0 fois 10 puissance moins 26 kg. Le chiffre significatif étant le 2 et le 0. À la question 6, on souhaite justifier par le calcul que la masse de l'atome elle est quasiment la même que celle du noyau. Nous avions calculé à la question précédente la masse de tout l'atome, calculons à présent la masse du noyau uniquement pour pouvoir les comparer. Dans le noyau, il y a 12 nucléons. Donc le noyau il pèse 12 fois 1,7 fois 10 puissance moins 27, soit 2,0 fois 10 puissance moins 26 kg si on ne garde que 2 chiffres significatifs. Et si on ne conserve que 2 chiffres significatifs, on retrouve d'ailleurs exactement le même résultat pour la masse de l'atome dans son ensemble et pour la masse du noyau. En effet, les valeurs elles sont très proches, ce qui vient du fait que la masse des électrons elle est négligeable. Un électron il est 1800 fois plus léger qu'un nucléon comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Dernière question de cet exercice, maintenant on souhaite calculer le rayon du noyau de l'atome de carbone, sachant que sa taille complète, avec le nuage électronique, elle est de 87 picomètres. Je vous laisse donc aller revoir votre cours sur le chapitre précédent, et vous rappeler que l'atome il est constitué majoritairement de vide, et que si le noyau c'était un puceron au centre d'un terrain de foot, le terrain représenterait le nuage électronique, c'est-à-dire le vide où se déplacent les électrons. Finalement, l'atome dans son ensemble, il est 100 000 fois plus grand que le noyau. Et par conséquent, le rayon du noyau, il sera 100 000 fois plus petit que le rayon de l'atome dans son ensemble.
le rayon de l'atome dans son ensemble, qui nous est donné dans l'énoncé, qui est grand R égale 87 picomètres. On sait donc que le rapport du grand rayon de l'atome sur le petit rayon de son noyau est de 100 000, ou bien de 10 puissance 5. Pour reprendre l'exemple du cours, de la même manière que le rapport entre la girafe de 2 mètres et le chimpanzé de 50 cm est de 4. Donc dans cette relation, vous connaissez 2 des 3 valeurs, et vous allez pouvoir en déduire la troisième, le petit r. En isolant donc ce petit r, le rayon du noyau, on trouve qu'il est égal à 87 fois 10 puissance moins 12, puisque 1 picomètre c'est 10 puissance moins 12 mètres, divisé par 10 puissance 5, la valeur du rapport. On trouve donc que le noyau il a un rayon de 8,7 fois 10 puissance moins 16 mètres. On peut laisser le résultat ainsi, ou bien on peut dans une phrase réponse dire que le noyau il mesure 0,87 femtomètres, pour montrer qu'on est à l'aise avec les unités et qu'on se souvient bien de ce qui a été vu dans les chapitres précédents, à savoir qu'un femtomètre c'est 10 puissance moins 15 mètres. Passons maintenant au dernier exercice de cette séance, où nous avons une série de 5 questions pour finalement parler un peu de l'organisation des éléments dans le tableau périodique et des familles chimiques, ce qui sera essentiel pour bien démarrer et comprendre le prochain chapitre de chimie. À la première question, on nous demande ce qu'ont en commun des éléments qui sont situés sur la même colonne du tableau périodique, et ce qu'ont en commun des éléments qui sont placés sur la même ligne. Comme nous avions vu dans le cours, si 2 éléments sont rangés dans la même colonne, cela signifie qu'ils ont le même nombre d'électrons de valence. Et s'ils sont sur la même ligne, cela signifie qu'ils ont la même couche externe. Par exemple, les éléments qui sont sur la première ligne, ils auront des électrons jusque sur leur couche électronique numéro 1. Des éléments qui sont placés sur la deuxième ligne, ils auront des électrons sur la couche 1, mais aussi sur la couche 2. Ce qui fait que la dernière couche électronique possédant des électrons, c'est la couche numéro 2. Et la couche externe des atomes de la deuxième ligne, c'est donc la couche numéro 2. La couche externe des atomes de la troisième ligne, c'est la couche numéro 3, etc. On nous donne ensuite la configuration électronique d'un atome et on nous demande à partir de celle-ci de justifier de quel atome il s'agit. À partir de cette structure électronique, on peut déjà dire que la couche externe de ces atomes, c'est la couche numéro 2, puisqu'il possède des électrons jusque sur la deuxième couche. Ainsi, cet atome sera forcément sur la deuxième ligne du tableau périodique. Ensuite, on peut noter que cet atome il possède 4 électrons sur cette couche numéro 2. Autrement dit, 4 électrons de valence. 2 sur la sous-couche de S et 2 sur la sous-couche de P. Et si un atome possède 4 électrons de valence, il sera alors forcément dans la quatrième colonne du tableau périodique simplifié. Par conséquent, l'atome en question, c'est un atome de carbone, puisque c'est bien lui qui se trouve sur la quatrième colonne et sur la deuxième ligne. Pour la troisième question, on souhaite savoir combien d'électrons de valence aurait un élément qui serait situé à la deuxième colonne et sur la troisième ligne. Bon, en réalité, peu importe la ligne où il se trouve, si un atome est placé dans la deuxième colonne, il aura forcément 2 électrons de valence et fera partie de la famille des alcalino-terreux comme le beryllium et le magnésium. Ce qui va nous permettre également de répondre à la quatrième question et d'affirmer que si 2 éléments sont situés l'un au-dessus de l'autre dans le tableau périodique, alors ils auront forcément le même nombre d'électrons de valence, comme le beryllium qui a 2 électrons de valence sur sa couche externe numéro 2, et le magnésium qui a 2 électrons de valence sur sa couche externe numéro 3 par exemple. Enfin, si 2 éléments sont situés l'un à côté de l'autre, alors l'élément qui est situé à droite aura un électron de valence en plus que son voisin de gauche, comme c'est le cas du bore, qui étant dans la colonne numéro 3 possède 3 électrons de valence, alors que son voisin de gauche n'en possède que 2. Et si on regarde l'élément situé de l'autre côté, donc à gauche, il aura forcément un électron de valence en moins, comme c'est le cas du lithium par exemple, le voisin de gauche du beryllium, qui est donc situé dans la première colonne et qui ne possède qu'un seul électron de valence, donc un de moins. Enfin, pour la dernière question, on souhaite que vous donniez la définition d'une famille chimique et que vous décrivez où se situe la famille chimique des gaz nobles et qu'est-ce qu'elle a de particulier. Comme nous en avons parlé dans le cours, une famille chimique, elle regroupe plusieurs atomes qui ont des propriétés en commun. Et ces propriétés en commun, elles dépendent en fait du nombre d'électrons de valence que possèdent les atomes. Concernant la famille des gaz nobles, celle qui est à retenir, elle se situe dans la dernière colonne du tableau périodique. Tous les atomes présents dans cette colonne, ils ont la particularité d'avoir leur couche externe remplie. Pour l'hélium, c'est un peu particulier puisqu'il n'a que 2 électrons de valence. Cela dit, sa couche externe, c'est la couche numéro 1 et elle est bien remplie une fois qu'elle possède 2 électrons. Les atomes suivants de la colonne, que ce soit le néon ou l'argon, ils ont 8 électrons sur leur couche externe qui sont également remplis puisque les couches 2 et 3, elles peuvent contenir jusqu'à 8 électrons.
Ainsi, les atomes de la dernière colonne sont les gaz nobles. Ils ont une structure électronique extrêmement stable, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais changer de forme, jamais ils ne deviendront des ions, ou jamais ils ne formeront des molécules en s'agroupant avec d'autres atomes. Donc contrairement à tous les autres éléments du tableau périodique qui, comme nous allons le voir au prochain chapitre, vont eux former des ions ou des molécules dans le but de ressembler justement à ces gaz nobles. Et on passe maintenant à la seconde feuille d'exercice où nous allons travailler sur les entités plus stables chimiquement que les atomes. Et on commence déjà par corriger 4 exercices sur les ions qui se trouvent sur le recto de la feuille. Et pour le premier de ces exercices, nous allons voir des généralités sur les ions. Il faudra donc également se souvenir de ce qui a été dit dans le chapitre pour passer du macroscopique au microscopique. Donc le premier de ces exercices, il concerne les ions magnésium et chlorure, donc des ions qui cohabitent pour former des petits blocs de matière électriquement neutres, et en l'occurrence des grains de sel. Et on souhaite lors de la première question donner la formule de l'ion magnésium. On sait que l'ion magnésium il est issu d'un atome de magnésium que l'on peut aller chercher dans le tableau périodique, et on se rend compte que cet atome il est sur la deuxième colonne. Il appartient ainsi à la famille des alcalinotéreux qui vont perdre 2 électrons pour former des ions positifs. Comme nous avions vu dans le cours, ceci s'explique par le fait que l'atome de magnésium il possède 12 protons et 12 électrons. Sa structure électronique elle est donc de 1s2, 2s2, 2p6 et 3s2. Sa couche externe étant la couche numéro 3 où se trouvent finalement 2 électrons de valence. Et pour gagner en stabilité, cet atome va perdre ces 2 électrons de valence pour adopter la structure électronique 1s2, 2s2 et 2p6. Il aura ainsi 8 électrons sur sa couche externe qui sera alors saturée. C'est ainsi que s'est formé l'ion magnésium Mg2+, puisqu'il a perdu 2 électrons pour gagner en stabilité et posséder une couche externe remplie comme les gaz nobles. Passons à la deuxième question où on nous demande de donner le nom de l'ion Cl-. Si on regarde dans le tableau périodique, on s'aperçoit que cet ion il est en réalité issu de l'atome de chlore, de par son symbole. On le retrouve à l'avant-dernière colonne du tableau périodique, ce qui signifie bien qu'il va gagner un électron pour former un ion négatif et gagner en stabilité. On appellera l'ion formé l'ion chlorure. Enfin, pour terminer ce premier exercice, on nous demande de donner la formule du solide ionique formé à partir de ces deux ions, à savoir le sel. Il faut déjà se rappeler que la matière, à notre échelle, c'est-à-dire tout ce que l'on peut voir, comme un grain de sel par exemple, eh bien c'est forcément électriquement neutre. Donc un grain de sel c'est forcément électriquement neutre et c'est constitué de plein d'ions Cl- et plein d'ions Mg2+. Pour que ce grain de sel y soit neutre, il faut qu'il y ait 2 fois plus d'ions chlorure que d'ions magnésium, afin que les charges elles se compensent. Étant donné qu'un ion magnésium il possède 2 charges positives, il faut en effet 2 ions chlorure pour venir compenser ces charges, étant donné que lui, l'ion chlorure, il ne possède qu'une seule charge négative. Notre solide ionique, électriquement neutre, il aura donc pour formule Cl2Mg, puisqu'il est composé de plein de particules formées à partir de ces deux ions, et qu'il y a 2 ions chlorure pour un ion magnésium. Passons maintenant au deuxième exercice de cette feuille où nous allons nous intéresser cette fois à l'oxyde de fer présent à la surface de la planète Mars et qui lui donne cette couleur rouge. Première question, pour donner la formule de l'ion fer issu de l'atome de fer, qui aura donc pour symbole Fe déjà, il faut s'intéresser au nombre d'électrons qu'il a perdu. Et en l'occurrence, 3, comme cela nous est dit dans l'énoncé. Ainsi, c'est un ion qui va posséder 3 protons en plus dans son noyau que d'électrons sur son nuage électronique. C'est donc un ion qui a 3 charges positives en excès, et l'oxyde de fer, il aura pour formule Fe3+. L'ion oxyde, quant à lui, est issu de l'atome d'oxygène. Il aura donc pour symbole grand O. C'est un ion qui a gagné 2 électrons dans son nuage électronique. Il possède finalement 2 électrons en plus dans son nuage électronique que de protons dans son noyau. Et son symbole, ce sera finalement O2- pour signifier qu'il y a 2 charges négatives. Enfin, on souhaite compléter la formule de l'oxyde de fer présent sur Mars. On comprend bien grâce à la formule à compléter qu'il est composé d'ions fer et d'ions oxyde. Et on nous dit que cet oxyde de fer, il est électriquement neutre, ce qui implique que les charges des ions fer, elles doivent s'annuler avec les charges des ions oxyde. Et il va donc falloir que 2 ions fer, de symbole Fe3+, ce qui nous donne un total de 6 charges positives, s'assemblent avec 3 ions oxyde, de symbole O2-, ce qui nous donnera un total de 6 charges négatives pour compenser.
Et ainsi, la formule de l'ion oxyde, elle peut bien s'écrire 2Fe3+, et 3O2-. Dans le troisième exercice, nous allons parler de la formation des ions et ce contenu sera donc plus ciblé sur le chapitre des entités chimiques stables. Vous devrez également être au point sur les structures électroniques comme vous le voyez avec ce tableau. Donc bien connaître aussi le chapitre sur le cortège électronique. Commençons par la première question où nous souhaitons rappeler la règle du duet et de l'octet. Ce sont des règles de stabilité qui énoncent qu'un atome a gagné en stabilité lorsqu'il a rempli sa couche externe. La différence, c'est que pour la règle du duet, l'atome il remplit sa couche externe avec 2 électrons. Donc cette règle, elle concerne uniquement les petits atomes d'un numéro atomique inférieur ou égal à 4, comme nous l'avons vu dans le cours. Et pour la règle de l'octet, l'atome remplit sa couche externe avec 8 électrons pour gagner en stabilité. Donc celle-ci, elle s'appliquera aux atomes plus gros qui vont avoir des électrons qui rempliront les couches 2 ou les couches 3, qui elles peuvent contenir jusqu'à 8 électrons. On nous parle ensuite de la formation d'un ion alumine, issu de l'atome d'aluminium, et on nous demande d'expliquer sa formation et sa formule. En regardant la structure électronique de l'atome d'aluminium qui nous est fournie, on constate qu'il possède sur sa couche externe, donc la couche la plus éloignée du noyau, 3 électrons de valence. Il sera donc plus facile pour cet atome de perdre 3 électrons pour avoir la couche numéro 2 remplie, plutôt que de gagner 5 électrons pour remplir sa troisième couche. Donc en arrangeant sa structure électronique et en perdant 3 électrons, cet atome d'aluminium va devenir un ion alumine. Et alors il va répondre aux règles de stabilité, à savoir la règle de l'octet, puisqu'il possède une couche externe remplie avec 8 électrons. Et puisqu'il a perdu 3 électrons, l'alumine possède 3 protons en excès dans son noyau. C'est donc un cation de formule Al3+. Pour la question 3, on souhaite démontrer à peu près la même chose avec un ion fluorure, issu de l'atome de fluor, de symbole grand F. Et si on regarde la structure électronique de cet atome, qui possède 7 électrons de valence, on se rend compte qu'il sera plus facile pour lui de gagner un électron pour remplir sa couche externe plutôt que d'en perdre 7. En gagnant un électron, il va donc former un ion fluorure, et alors il possédera une couche externe remplie, à savoir la couche numéro 2. Et l'ion formé, il répond aux règles de stabilité, et notamment à la règle de l'octet. Par ailleurs, ayant gagné un électron, le fluorure il possède un électron de plus sur son nuage électronique que de protons dans son noyau. C'est donc bien un anion de formule F-. On souhaite ensuite, en guise de dernière question, que vous remplissez ce tableau avec 3 éléments, le sodium, le néon et le magnésium. Pour chacun d'entre eux, on vous donne la structure électronique et on veut que vous donniez le nombre d'électrons à perdre ou à gagner pour que l'atome gagne en stabilité dans une colonne, la nouvelle configuration électronique qui est celle de l'ion formé dans une autre colonne, et dans la dernière colonne, il faudra mettre la formule de l'ion obtenu. Regardons tout de suite le sodium, on voit de par sa structure électronique qu'il n'a qu'un seul électron sur sa couche externe, qui est la couche numéro 3. Pour gagner en stabilité, il va donc perdre un électron pour obtenir une couche externe remplie, à savoir la couche numéro 2. Et à ce moment-là, la structure électronique de l'ion formé sera 1s2, 2s2 et 2p6. Et puisque notre atome a perdu un électron, l'ion formé aura 9 protons dans son noyau et 8 électrons sur son nuage électronique. Par conséquent, la formule de l'ion obtenue sera Na+, pour signifier que cette entité possède une charge positive. Le deuxième élément, le néon, c'est un gaz noble. Il s'agit donc ici d'un piège car les gaz nobles, ils ne perdent ou ne gagnent jamais d'électrons. Ce sont des éléments dont la couche externe elle est déjà remplie, déjà saturée, et ils ne vont jamais changer de forme. Aucun ion ne pourra donc être formé à partir du néon. Quant au troisième élément, le magnésium, sa couche externe elle est initialement la numéro 3, où se trouvent 2 électrons. Pour lui aussi, il sera plus facile de perdre des électrons que d'en gagner. Il va donc en perdre 2 pour pouvoir répondre à la règle de l'octet et avoir sa couche externe qui devient la couche numéro 2 et qui est remplie. Et en perdant ces 2 électrons, cet atome devient un cation avec 2 charges positives puisqu'il y a 2 protons en plus dans le noyau de l'ion formé que d'électrons sur son nuage électronique. Ce qui fait que sa formule sera finalement Mg2+. Quatrième exercice et dernier sur les ions,
On souhaite de nouveau remplir un tableau, mais cette fois-ci, c'est à vous de donner la structure électronique des atomes originels. Il faut donc être bien au point sur le cours du cortège électronique. Il va falloir trouver les structures de l'azote, du lithium, du fluor, du beryllium et de l'oxygène. Concernant l'azote, de symbole grand N, dont l'écriture conventionnelle nous est donnée, on remarque qu'il a 7 protons. Il aura donc 7 électrons également, qui vont se placer de la manière suivante: 2 sur la couche 1s, 2 sur la sous-couche 2s, puis 3 sur la sous-couche 2p. Ainsi, il aura 5 électrons sur sa couche externe, qui est la numéro 2, et il sera plus facile pour lui de gagner 3 électrons plutôt que d'en perdre 5. En gagnant 3 électrons, il va former l'ion nitrure, dont la deuxième couche sera remplie ou saturée, puisqu'elle possédera 8 électrons. Et la structure électronique de l'ion formé est alors 1s2, 2s2 et 2p6. Et puisqu'il a gagné 3 électrons, cet ion en possède finalement 10, alors que dans son noyau, il reste toujours 7 protons. La formule de cet ion nitrure est donc N3-, puisqu'il possède au final 3 charges négatives. Le deuxième élément du tableau est le lithium, qui possède un numéro atomique de 3. Il aura donc seulement 3 électrons, dont les deux premiers qui vont aller sur la couche 1s et le troisième sur la sous-couche 2s. La structure électronique du lithium est donc 1s2, 2s1. Donc cet atome, pour gagner en stabilité et répondre à la règle du duet, il va pouvoir se séparer de l'électron présent sur sa deuxième couche. Il possédera alors la couche 1s, saturée, et sa structure électronique sera simplement 1s2, pour signifier qu'il ne possède plus que 2 électrons qui sont situés sur la couche 1s. Et la formule de cet ion lithium, puisqu'il possède un proton en plus dans son noyau que d'électrons dans son nuage électronique, sera Li+. Le troisième atome de ce tableau est le fluor, qui possède 9 protons et donc 9 électrons. Sa structure électronique sera 1s2 pour signifier que les deux premiers électrons se placent sur la couche 1s, 2s2 pour signifier que les deux suivants se placent sur la sous-couche 2s, et 2p5 pour signifier que les 5 derniers se placent sur la sous-couche 2p. Pour arranger sa structure électronique et ressembler à un gaz noble, cet atome il va donc gagner un électron. Et l'ion formé, il aura ainsi la couche numéro 2 saturée. Sa structure électronique sera alors 1s2, 2s2 et 2p6. Cet ion fluorure, il aura pour symbole F-, puisqu'il possède seulement 9 protons dans son noyau pour 10 électrons sur son nuage électronique. L'atome suivant est le beryllium, de numéro atomique 4. C'est un atome qui possède 4 électrons en tout, 2 sur la couche 1s et 2 sur la sous-couche 2s. Pour satisfaire la règle du duet, il va perdre les 2 électrons de sa deuxième couche, et la structure de l'ion formé sera simplement 1s2, puisqu'il ne reste que 2 électrons sur la couche 1s. Ayant perdu 2 électrons, l'ion beryllium se retrouve avec 4 protons dans son noyau pour 2 électrons sur son nuage électronique. Par conséquent, sa formule sera Be2+, pour signifier qu'il y a 2 charges positives en excès. Et enfin, le dernier atome du tableau est l'atome d'oxygène, qui lui possède 6 électrons et une structure électronique 1s2, 2s2 et 2p4. Cet atome possède donc 6 électrons sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2. Et pour répondre aux règles de stabilité, il va lui suffire de capter 2 électrons pour remplir cette couche numéro 2, qui sera alors saturée, et la structure électronique de l'ion formé sera 1s2, 2s2 et 2p6. Quant à l'ion formé, l'ion oxyde, dont nous avons déjà parlé dans l'exercice 2, il aura bien pour symbole O2-, puisque son noyau est composé de 8 protons, tandis que son nuage électronique possède lui 10 électrons. Passons maintenant au verso de la feuille et corrigeons les exercices 5, 6, 7 et 8. On est toujours sur le chapitre des entités plus stables chimiquement, mais on se concentre maintenant sur la formation des molécules. Pour le premier exercice, nous allons étudier les atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote et de chlore. Des atomes qui peuvent souvent être impliqués dans la formation de molécules, et nous allons voir à travers ces questions comment. On souhaite premièrement écrire la structure électronique de ces 4 atomes, dont la représentation apparaît à l'écran. On sait grâce à l'écriture conventionnelle qui nous est fournie que l'hydrogène il possède un seul électron, le carbone en possède 6, l'azote 7 et le chlore 17. Ces électrons vont se placer successivement sur les couches 1s, les sous-couches 2s puis 2p,
et enfin sur les sous-couches 3s et 3p pour le chlore. La structure électronique de l'hydrogène est donc 1s1 puisqu'il n'y a qu'un électron sur la couche 1s. La structure électronique du carbone est 1s2, 2s2 et 2p2, puisqu'il y a 2 électrons sur chacune de ces couches ou sous-couches. Celle de l'azote, c'est 1s2, 2s2 et 2p3, puisque les 3 derniers électrons de l'azote se placent sur la sous-couche 2p. Et enfin, la structure électronique du chlore est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5, puisqu'il remplit toutes les couches précédentes avec des électrons jusqu'à positionner les 5 derniers sur la sous-couche 3p. Une fois la structure électronique donnée, on vous demande aussi, dans la première question, de dire quels sont les électrons de valence pour chacun de ces atomes. Donc pour rappel, les électrons de valence, ce sont ceux qui sont situés sur la couche externe des atomes. Et la couche externe, c'est la couche la plus éloignée du noyau, qui contient encore des électrons. Donc pour l'hydrogène, la couche externe, c'est la couche 1s. Mais pour le carbone et l'azote, la couche externe, ce sera la couche numéro 2. Et enfin, pour le chlore, la couche externe, c'est la couche numéro 3, puisqu'il possède des électrons jusque sur celle-ci. Les électrons se trouvant sur ces couches externes et étant des électrons de valence sont donc au nombre de 1 pour l'hydrogène, 4 pour le carbone, 5 pour l'azote et enfin 7 électrons de valence pour le chlore sur sa troisième et dernière couche électronique. Deuxième question de l'exercice, on souhaite maintenant savoir combien d'électrons chacun de ces atomes peut recevoir pour saturer ou remplir sa couche externe et adopter la même structure électronique qu'un gaz noble. Alors pour l'hydrogène, étant donné qu'il ne possède qu'un seul électron sur sa couche externe, il va pouvoir en recevoir un pour répondre aux règles de stabilité, et notamment à la règle du Duhet, et à ce moment-là, sa structure électronique ce sera la même que celle de l'hélium. Pour l'atome de carbone ayant 4 électrons de valence sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2 et qui peut donc contenir 8 électrons, il va pouvoir récupérer 4 électrons supplémentaires. Il répondra alors aux règles de stabilité, notamment à la règle de l'octet, et sa structure électronique elle sera alors la même que celle d'un gaz noble, à savoir le néon. L'azote, quant à lui, possède 5 électrons sur cette couche numéro 2, qui peut en contenir 8. Par conséquent, il va pouvoir lui accueillir 3 électrons supplémentaires sur cette couche externe, pour qu'elle soit remplie ou saturée. Et sa configuration électronique sera alors également la même que celle du néon. Enfin, pour le chlore, qui possède 7 électrons de valence, il va pouvoir récupérer un électron supplémentaire sur sa couche externe, qui est la couche numéro 3, et qui doit contenir au maximum 8 électrons pour être saturé. Et à ce moment, la structure électronique du chlore sera la même que celle de l'argon, un autre gaz noble. À la troisième question, on souhaite savoir combien de liaisons covalentes vont pouvoir être formées par chacun de ces atomes. Et ceci est directement lié au nombre d'électrons qu'ils peuvent accueillir sur leur couche externe et que nous venons de voir. En effet, l'hydrogène, par exemple, étant capable d'accueillir un seul électron sur sa couche externe, il ne pourra former qu'une seule liaison covalente, comme on le voit ici avec la formation de cette molécule de dihydrogène. Le carbone, lui, pouvant accueillir 4 électrons supplémentaires sur sa couche externe, eh bien, il va pouvoir former 4 liaisons covalentes avec d'autres atomes, comme on le voit ici avec la formation de cette molécule de méthane, CH4, composée d'un atome de carbone et donc de 4 atomes d'hydrogène. Pour l'azote, il lui reste 3 places sur sa couche externe, donc 3 électrons vont pouvoir venir sur cette couche et former 3 liaisons covalentes. Cela peut être sous la forme de 3 liaisons simples, ou bien une liaison triple avec un autre atome, comme vous le voyez ici avec la formation de cette molécule de diazote. Enfin, pour le chlore, à qui il ne reste plus qu'un seul électron à recevoir pour satisfaire les règles de stabilité, il ne va par conséquent pouvoir former qu'une seule liaison covalente, comme on le voit ici avec la formation de cette molécule de dichlore. Et finalement, nous souhaitons savoir combien chacun de ces atomes aura de doublets non liants une fois qu'il sera au sein d'une molécule. On nous rappelle d'ailleurs, avant cette question 4,
ce que sont les doublets non liants, et comme nous l'avons vu dans le cours, il s'agit de paires d'électrons qui ne sont pas impliquées dans des liaisons covalentes. Et si on reprend la molécule de dihydrogène qui s'est formée avec les deux atomes d'hydrogène, on remarque que tous les électrons de la couche externe des atomes y sont impliqués dans des liaisons covalentes. Et par conséquent, il ne reste aucune paire d'électrons formant des doublets non liants. Pour le carbone, c'est la même chose. Il ne reste après la formation des liaisons covalentes aucun électron libre capable de former un doublet non liant. Par contre, pour l'azote, cette fois-ci, une fois qu'il a formé ces trois liaisons covalentes, il reste deux électrons sur la couche externe. Les atomes d'azote, lorsqu'ils sont au sein d'une molécule, ils possèdent donc un doublet non liant. Et enfin, pour le chlore, à qui il ne manquait qu'un seul électron pour remplir sa couche externe, et qui peut faire une liaison covalente, il lui restera, après avoir formé la molécule, 6 électrons sur sa couche externe. Ce qui signifie que le chlore, lorsqu'il est au sein d'une molécule, il possède 3 doublets non liants. Autrement dit, 3 paires d'électrons non impliqués dans des liaisons covalentes. Donc vous avez bien reconnu au cours de cet exercice que nous avons refait le tableau du cours, que l'on peut apprendre par cœur, mais que l'on doit aussi être capable de refaire pour savoir combien de liaisons covalentes est capable de faire chaque atome et combien il possède de doublets non liants lorsqu'il est dans une molécule. Et tout cela, on le retrouve à partir de la structure électronique des atomes. Passons à l'exercice suivant, l'exercice 6. Vous avez deux propositions de représentation de Lewis pour chacune des deux molécules proposées ici, le méthanal et l'acétylène. Il vous faut trouver laquelle des deux est correcte. On vous rappelle d'ailleurs dans l'énoncé que chacun des atomes, ils doivent avoir une configuration électronique identique à celle d'un gaz noble lorsqu'ils sont dans une molécule. Les atomes de carbone et d'oxygène, ils doivent donc avoir 8 électrons de valence pour ressembler au néon. Et les atomes d'hydrogène, ils doivent donc avoir 2 électrons pour ressembler à l'hélium. Nous allons donc commencer par la molécule de méthanal et vérifier combien d'électrons de valence ont été représentés dans chaque cas. Je vous rappelle qu'un trait, il est là pour représenter une paire d'électrons, que ce soit un doublet liant ou un doublet non liant. À côté de l'hydrogène, on doit donc retrouver un trait qui le relie à un autre atome pour indiquer que l'hydrogène il a bien 2 électrons sur sa couche externe, comme l'hélium d'ailleurs, à savoir le sien et celui qui est partagé par l'atome de carbone. Les deux schémas de Lewis ici, ils sont pour l'instant corrects si on se focalise sur les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Si on regarde à présent les atomes d'oxygène, on remarque dans les deux cas 2 traits qui le relient à l'atome de carbone, ce qui implique déjà 4 électrons dans les liaisons covalentes, 2 appartenant aux oxygènes et 2 partagés par les atomes de carbone. Et dans les deux cas, on se retrouve aussi avec 2 traits au-dessus des atomes d'oxygène, représentant les 2 doublets non liants, soit 4 électrons de plus. Nous avons donc bien 8 électrons autour des atomes d'oxygène, qui ressemblent donc au néon. Et jusque-là, les deux représentations de Lewis, elles sont toujours correctes. Maintenant, si on regarde l'atome de carbone, on voit dans le premier cas 4 traits partant du carbone pour faire des liaisons, soit un total de 8 électrons périphériques pour le carbone, ce qui est normal, puisque dans une molécule, le carbone il est stable, il répond à la règle de l'octet, il ressemble au néon. Par contre, sur la représentation de droite, on a en plus des 4 liaisons, qui représentent déjà 8 électrons, un doublet non liant qui est représenté en dessous du carbone, et qui compte pour 2 électrons, soit un total de 10 électrons sur la couche externe du carbone, ce qui en fin de compte est impossible, étant donné que la couche externe du carbone c'est la couche numéro 2, et qu'elle ne peut contenir que 8 électrons. Donc la bonne représentation de Lewis pour la molécule de méthanal, c'est bien celle de gauche. Et pour la molécule d'acétylène, rien qu'en regardant les liaisons effectuées par l'hydrogène, on constate que la première représentation, elle est fausse, étant donné que les atomes d'hydrogène, ils font ici 2 liaisons, ce qui est impossible, puisque cela impliquerait qu'ils auraient 4 électrons périphériques. Or, la couche externe de l'hydrogène, c'est la couche 1s, qui ne peut contenir que 2 électrons au maximum. Dans les représentations de Lewis, l'hydrogène, il doit toujours faire une seule liaison, et le carbone, il doit toujours en faire 4. Donc, comme c'est le cas sur le schéma de droite, qui est donc la bonne représentation pour l'acétylène. Par ailleurs, aucun de ces deux atomes ne doit avoir de doublet non liant, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent, et ceci est bien respecté dans la deuxième représentation de Lewis. Passons maintenant à l'exercice numéro 7, où vous devez vous-même écrire les schémas de Lewis de deux molécules, à savoir l'acide lactique à gauche et l'éthanoate d'éthyle à droite. Commençons avec la molécule d'acide lactique. Cet exercice ici, il peut paraître assez simple, étant donné qu'on a les représentations moléculaires qui nous sont fournies en images.
mais essayons d'adopter une méthode qui pourra nous aider pour faire des schémas correctement sans avoir accès à ces représentations moléculaires, comme ce sera le cas d'ailleurs dans l'exercice 8. Donc l'atome de carbone étant celui qui fait le plus de liaisons covalentes, à savoir 4, c'est celui qu'on va placer en priorité au centre de notre schéma. Ensuite, dans cette molécule, ce sont les atomes d'oxygène qui font le plus de liaisons, à savoir 2. On place donc les atomes d'oxygène sur le schéma en deuxième. Ici, nous avons la représentation moléculaire qui nous aide. On remarque donc qu'il y a un atome d'oxygène en rouge qui fait une double liaison avec le carbone de droite. Nous représentons donc déjà cette double liaison. Et nous avons à ce moment-là déjà un carbone qui fait ces 4 liaisons et un oxygène qui fait déjà les 2 siennes. Enfin, on termine toujours par placer les atomes d'hydrogène en bout de chaîne puisqu'ils ne font qu'une seule liaison covalente. On en place donc 3 en liaison avec le carbone de gauche qui complète à ce moment-là les 4 liaisons qu'il doit faire. On en met également un sur le carbone du milieu qui lui aussi complète les 4 liaisons qu'il doit faire. Et enfin, on en ajoute 2 sur chacun des atomes d'oxygène en bas qui par conséquent vont bien faire les 2 liaisons covalentes qu'ils doivent impérativement faire lorsqu'ils sont dans une molécule. Enfin, la représentation de Lewis n'est pas terminée, puisque sur une représentation de Lewis, nous devons représenter également les doublets non liants. Et comme nous l'avons vu dans les exercices précédents ou dans le cours, le carbone et l'hydrogène n'en possèdent pas. En revanche, les atomes d'oxygène, ils doivent, mis à part les 2 liaisons covalentes qu'ils font, ils doivent aussi avoir 2 traits pour représenter les 2 doublets d'électrons non liants qu'ils restent sur leur couche externe. On termine donc ce schéma de Lewis en plaçant 2 traits à côté de chacun des atomes d'oxygène. Passons à la deuxième molécule, celle d'éthanoate d'éthyle. Celle-ci, si vous ne possédez pas de représentation moléculaire, vous aurez pas mal de réflexions pour faire le schéma de Lewis, puisqu'il y a un atome d'oxygène qui est au centre de la molécule. La plupart du temps, si on vous demande de dessiner un schéma de Lewis juste à partir de la formule brute, par exemple, comme on le verra dans l'exercice 8, vous aurez au milieu de la molécule une chaîne de carbone, ou en tout cas des molécules beaucoup plus simples à réaliser. Nous verrons cela dans le 8e et dernier exercice. Mais ici, ce n'est pas le cas, donc servons-nous de la représentation moléculaire fournie et plaçons tout de suite cet atome d'oxygène au milieu de la chaîne de carbone. Cet oxygène est donc impliqué dans 2 liaisons covalentes. Ajoutons également l'autre atome d'oxygène qui, comme on le voit, il fait une double liaison avec le deuxième atome de carbone. À ce moment-là, nos 2 oxygènes ils font bien toutes les liaisons qu'ils doivent faire. Nous avons également le deuxième carbone qui fait déjà ces 4 liaisons. Terminons, comme c'est l'usage, avec les atomes d'hydrogène qui sont plus faciles à ajouter en dernier puisqu'ils ne font qu'une liaison. On en place 3 sur le carbone de gauche qui fait bien ces 4 liaisons à présent. 2 sur le troisième carbone, qui lui aussi va faire ses 4 liaisons du coup, et 3 sur le dernier carbone, qui lui aussi respecte les règles de stabilité. Et terminons le schéma de Lewis comme d'habitude, en ajoutant les doublets non liants pour les atomes concernés, à savoir 2 traits pour chacun des atomes d'oxygène. Le dernier exercice est un petit peu plus complet, et nous allons cette fois faire des schémas de Lewis sans utiliser de représentation moléculaire. On va d'ailleurs commencer avec des molécules plus simples que nous avons pour certaines déjà vues dans le cours. La première molécule à représenter, c'est celle du méthane, de formule brute CH4. Donc on a un atome de carbone que l'on place au milieu et 4 atomes d'hydrogène que l'on place autour. Si on se souvient bien du cours, à savoir que les atomes de carbone ils doivent faire 4 liaisons et que les atomes d'hydrogène ils doivent en faire une seule, et que par ailleurs aussi ces atomes ils ne possèdent pas de doublet non liant, on se rend compte que la représentation de Lewis elle est déjà terminée. Seconde molécule à représenter, la molécule d'eau de formule brute H2O. On place l'atome d'oxygène au centre puisque c'est celui qui fait le plus de liaisons et on le relie avec un atome d'hydrogène de chaque côté. À ce moment-là, tous nos atomes ils font bien le bon nombre de liaisons qu'ils doivent faire. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter les 2 doublets non liants de l'oxygène qui correspondent aux paires d'électrons situées sur la couche externe et qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Et notre schéma de Lewis il est alors complet. Troisième molécule à représenter, celle d'ammoniac de formule brute NH3 qui comporte donc un atome d'azote que l'on place au centre du schéma puisque c'est celui qui va faire le plus de liaisons et 3 atomes d'hydrogène faisant chacun une liaison que l'on vient placer autour. Et terminons le schéma de Lewis en plaçant les doublets non liants, à savoir un seul pour l'atome d'azote, comme vous en souvenez si vous avez bien retenu le cours, ou si vous avez bien fait l'exercice 5.
Vous pouvez également retrouver ces valeurs en analysant la structure électronique de l'atome et les règles de stabilité auxquelles il doit répondre, mais nous n'allons pas le refaire ici. Enfin, pour la dernière molécule à représenter, le chlorure d'hydrogène de formule brute HCl, qui possède donc un seul atome d'hydrogène et un seul atome de chlore, pouvant chacun faire une seule liaison covalente, nous relions simplement les deux atomes entre eux. Puis nous plaçons les doublets non liants du chlore, qui sont au nombre de 3, comme nous avons déjà vu dans l'exercice numéro 5, mais que vous pouvez retrouver en analysant bien sûr la structure électronique de cet atome. Pour la deuxième question, on souhaite remplir pour chacun des atomes, lorsqu'ils sont au sein d'une molécule, combien est-ce qu'ils vont faire de liaisons à la première ligne, et combien ils posséderont de doublets non liants à la deuxième ligne. Donc ceci peut être déduit des structures électroniques des atomes, mais je vous conseille de l'apprendre par cœur, puisque cela ne change jamais, à savoir que l'hydrogène il fait toujours une liaison, mais il n'a jamais de doublet non liant. Le carbone il fait toujours 4 liaisons et n'a jamais de doublet non liant non plus. L'azote lui il fait toujours 3 liaisons et il a toujours un doublet non liant. L'oxygène quant à lui il fait toujours 2 liaisons et il a toujours 2 doublets non liants. Et enfin le chlore dans une molécule il fait toujours une liaison et il possède toujours 3 doublets non liants. Pour la troisième question, on veut que vous donniez la formule brute et le schéma de Lewis de molécules de diazote et de dioxygène, les deux gaz qui sont grandement majoritaires dans notre atmosphère terrestre. Donc, concernant le diazote, comme son nom l'indique, il est constitué de 2 atomes d'azote. Donc pour la formule brute, où n'apparaît que le nombre et la nature des atomes, on écrit donc N indice 2 pour bien signifier qu'il y a 2 atomes d'azote dans cette molécule. Pour la représentation de Lewis, que nous avons déjà vu dans le cours, puisque chaque atome d'azote il doit faire 3 liaisons, il va se créer une liaison triple entre les deux atomes. Il ne faut pas oublier de mettre aussi le doublet non liant restant pour chacun des atomes d'azote. Concernant la molécule de dioxygène, elle aussi, comme son nom l'indique, elle est composée de 2 atomes d'oxygène, et sa formule brute sera donc O2, O indice 2. Et pour son schéma de Lewis, que pour le coup nous n'avons pas vu dans le cours, il faut bien mettre une double liaison entre les atomes d'oxygène, puisque chacun doit faire 2 liaisons au total, et ne pas oublier de rajouter les doublets non liants à côté de chacun de ces atomes d'oxygène. Une fois encore, chaque atome d'oxygène il possède 2 doublets non liants. Dernière question, une molécule un peu plus compliquée cette fois, et pas de représentation moléculaire pour nous aider, comme dans l'exercice 7. On souhaite cette fois représenter le schéma de Lewis de la molécule suivante, C2H3Cl O2. Commençons donc méthodiquement par placer les atomes faisant le plus de liaisons au cœur du schéma, en l'occurrence les atomes de carbone, pouvant chacun faire 4 liaisons covalentes. Ajoutons ensuite les atomes d'oxygène, qui sont les deuxièmes atomes pouvant faire le plus de liaisons, à savoir 2. Mettons-en un de chaque côté par exemple. On termine ensuite avec les atomes ne faisant qu'une seule liaison, puisque ce sont les plus faciles à placer en dernier. Plaçons nos 3 atomes d'hydrogène et notre atome de chlore donc. Si on regarde bien à ce moment-là notre schéma de Lewis, les atomes d'hydrogène et de chlore ils font bien une liaison comme ils le doivent. L'atome d'oxygène de gauche il fait bien ces 2 liaisons. Le carbone de gauche lui aussi fait bien ces 4 liaisons. Nous avons juste un problème au niveau de l'oxygène de droite, qui ne fait qu'une seule liaison au lieu de 2, et du carbone de droite qui ne fait que 3 liaisons au lieu de 4. Donc nous pouvons rapidement remédier à cela en plaçant finalement une double liaison entre ces deux atomes-là. Ainsi, chacun fait exactement le nombre de liaisons qu'ils doivent faire. Une liaison pour les atomes de chlore et d'hydrogène, 2 pour les atomes d'oxygène et 4 pour les atomes de carbone. Bien évidemment, pour que le schéma de Lewis soit complet, il faut ajouter les doublets non liants sur les atomes concernés, à savoir 2 à côté de chaque atome d'oxygène et 3 à côté de l'atome de chlore, qui possède sur sa couche externe 3 paires d'électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Nous avons donc fait un schéma de Lewis possible pour cette molécule, mais il y avait d'autres possibilités à partir de cette formule brute. D'ailleurs, si 2 molécules sont organisées différemment, mais qu'elles ont la même formule brute, on appellera ça des isomères, mais vous verrez ça dans les classes supérieures. En seconde, ce qui vous est simplement demandé, c'est juste de faire les schémas de Lewis correctement en respectant le bon nombre d'atomes, le bon nombre de liaisons qu'ils font entre eux, et surtout ne pas oublier non plus les doublets non liants. Et passons maintenant à la dernière feuille d'exercice sur la partie de la modélisation de la matière. On va maintenant corriger 5 exercices sur la quantité de matière, qu'on exprimera en mol, ce que vous savez si vous avez déjà visualisé le chapitre sur comment compter les entités chimiques dans un échantillon de matière.
Commençons par le premier exercice où nous allons travailler sur un échantillon de matière en plomb et plus précisément sur un projectile en plomb de 2,5 g utilisé pour les épreuves de biathlon. La première question, on nous demande directement de calculer le nombre d'atomes de plomb qu'il y a dans le projectile, ce qui correspond généralement à la deuxième étape du calcul, comme nous l'avons vu dans le cours. Et en effet, ici, on n'a pas besoin de calculer la masse de molécules en tant que première étape, puisque notre échantillon de matière, c'est un corps pur simple. C'est un bout de matière composé uniquement d'atomes de plomb, dont on nous donne d'ailleurs la masse dans l'énoncé, qui est de 3,44 fois 10 puissance moins 22 grammes. Et pour trouver le nombre d'entités, nous allons directement pouvoir diviser la masse de l'échantillon de matière par la masse d'une entité chimique. Ici, nos deux masses sont données en grammes, dans la même unité donc, et pas besoin de faire de conversion. Nous pouvons directement diviser 2,5 grammes par 3,44 fois 10 puissance moins 22 grammes. Ce qui nous donne un nombre d'atomes de plomb de 7,27 fois 10 puissance 21 dans le projectile. On écrit bien sûr ce résultat en écriture scientifique, c'est-à-dire avec un chiffre devant la virgule, et on ne conserve que 3 chiffres significatifs pour garder la même précision que les données de l'énoncé. Ici, nos 3 chiffres sont le 7, le 2 et un autre 7 qui correspond au 6 que l'on a arrondi. On souhaite ensuite écrire ce nombre en utilisant les termes 1000, millions et milliards. Écrivons donc ce nombre sans les puissances de 10, mais simplement avec les zéros correspondants. 7,27 fois 10 puissance 21, c'est comme 727 fois 10 puissance 19. On écrit donc 727 suivi de 19 zéros. Le quatrième chiffre, en partant de la droite, il correspond au millier, comme vous le savez. Le septième chiffre, lui, il va correspondre au million. Et le 10e chiffre, en partant de la droite, ce sera le chiffre des milliards. Du coup, le 13e chiffre, il va correspondre à 1000 milliards. Le 16e chiffre, il correspondra à 1 million de milliards. Et le 19e chiffre, il va correspondre à 1 milliard de milliards. Nous avons donc ici déjà 270 milliards de milliards. Et finalement, en tout, on a même 7270 milliards de milliards d'atomes de plomb dans le projectile. Un très grand nombre, donc très difficile à imaginer. Et c'est pour cela aussi qu'on va faire des paquets d'atomes et finalement on va exprimer la quantité de matière en mol et non en nombre d'atomes. C'est d'ailleurs ce que l'on va faire à la troisième question. On souhaite savoir quelle est la quantité de matière petit n de plomb contenue dans le projectile. Pour cela, on va diviser le nombre total d'atomes dans notre échantillon, grand N, par le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole. Et le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole, c'est le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro nous est en effet donné, et on nous dit qu'une mole, c'est un paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 entités chimiques. Et en divisant le nombre d'atomes dans notre échantillon de matière que nous avions trouvé à la question 1 et qui était de 7,27 fois 10 puissance 21 par le nombre d'Avogadro, Na, on se retrouve avec un résultat de 1,20 fois 10 puissance moins 2 mol. Autrement dit, notre projectile en plomb, il a une quantité de matière de 0,012 mol, soit 12 millimoles, un chiffre plus agréable à manipuler. Passons au second exercice où nous allons à présent travailler sur des chewing-gums à la nicotine, aidant pour arrêter de fumer. Le but ce sera de trouver la quantité de matière de nicotine contenue dans un chewing-gum, en suivant cette fois-ci exactement les 3 étapes de calcul vues pendant le cours. Tout d'abord, il nous faut en effet calculer la masse d'une molécule de nicotine, qui sera notre entité chimique, dont on veut déterminer la quantité de matière au cours de cet exercice. Sa formule brute, c'est C10H14N2. Et la masse de chacun des atomes contenus dans cette molécule nous est donnée. Il va donc falloir, pour mesurer la masse de cette molécule, ajouter toutes les masses des atomes qu'elle contient. Ainsi, pour trouver la masse de la molécule de nicotine, on ajoute 10 fois la masse du carbone avec 14 fois la masse de l'hydrogène et 2 fois la masse de l'azote. Notre application numérique, c'est donc 10 fois 20,0 fois 10 puissance moins 27 plus 14 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 plus 2 fois 23,4 fois 10 puissance moins 27 que vous pouvez directement taper dans votre calculatrice scientifique pour trouver que la masse d'une molécule de nicotine, c'est finalement 2,70 fois 10 puissance moins 25 kg. Ce calcul était presque réalisable à la main si vous êtes à l'aise en mathématiques. Vous auriez pu en effet mettre 10 puissance moins 27 en facteur commun et calculer la somme des nombres qui lui étaient multipliés. Vous auriez alors trouvé 270,2 fois 10 puissance moins 27, ce qui fait bien 2,70 fois 10 puissance moins 25.
Vous remarquerez que dans les données de l'énoncé, nous sommes avec 3 chiffres significatifs, 1,67 pour l'hydrogène, 20,0 pour le carbone, etc. Et forçons-nous donc de donner les résultats avec cette même précision, de 3 chiffres significatifs. Pour la deuxième question de l'exercice, qui correspond à la deuxième étape du calcul vu en cours, nous souhaitons déterminer combien est-ce qu'il y a de molécules de nicotine dans un chewing-gum. Pour cela, il nous faut connaître la masse d'une molécule de nicotine, ce que nous venons de calculer à la question 1, et la masse totale de nicotine contenue dans un chewing-gum. Si vous regardez bien sur la photo de la boîte de chewing-gum, cette masse, elle nous est également donnée, puisqu'un chewing-gum, on nous dit que ça contient 2 mg de nicotine. Pour connaître le nombre de molécules de nicotine, grand N, contenues dans l'échantillon, il va nous suffire de diviser la masse totale de l'échantillon par la masse d'une seule molécule de nicotine. La formule étant grand N est égal à masse de l'échantillon sur la masse d'une entité. Voyons l'application numérique de ce calcul. Nous allons donc diviser 2 fois 10 puissance moins 6 par 2,70 fois 10 puissance moins 25. Admettons que nous n'avons pas de calculatrice scientifique dans les mains et essayons de faire un maximum ce calcul à la main. De plus, il est important de s'entraîner pour vérifier les résultats obtenus, ou dans certains cas aussi, vous auriez des examens qui sont à faire sans la calculatrice. D'ailleurs, l'exercice 3, le prochain, il sera à faire sans calculette. Donc séparons, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, les nombres des puissances de 10. Nous avons alors 2 sur 2,7 pour les nombres, fois 10 puissance moins 6 sur 10 puissance moins 25 pour les puissances de 10. La partie puissance de 10, on peut continuer de la trouver à la main, puisque 10 puissance A sur 10 puissance B, cela fait 10 puissance A moins B, soit ici 10 puissance moins 6 plus 25, soit 10 puissance plus 19. Et admettons que nous ayons tout de même une petite calculatrice avec laquelle nous tapons rapidement 2 sur 2,7, ce qui va nous donner 0,741. Si on ne conserve que 3 chiffres significatifs, le 7, le 4 et le 0 qui va lui devenir un 1 puisqu'on l'en va arrondir. Le 0 placé avant la virgule n'est lui pas considéré comme un chiffre significatif. Et ce résultat, si on veut l'écrire correctement en écriture scientifique, c'est-à-dire avec un chiffre devant la virgule, nous aurons finalement 7,41 fois 10 puissance 18, ce qui représente finalement un très grand nombre. Notre résultat il est cohérent puisqu'il y a forcément beaucoup de molécules de nicotine dans le chewing-gum à la nicotine. Passons à la troisième question et donc à la dernière étape du calcul. Nous souhaitons maintenant déterminer la quantité de matière de nicotine dans un chewing-gum, pour ne pas avoir à prononcer cet énorme nombre que nous venons de trouver à la question 2. Nous allons donc devoir appliquer la formule vue dans le cours, à savoir petit n est égal à grand N sur n indice A. Donc le grand N, c'est le nombre de molécules que l'on vient de calculer à la question 2, et le n indice A, c'est la constante d'Avogadro, qui est généralement toujours rappelée dans les données de l'exercice, comme ici d'ailleurs, où elle est donnée avec 3 chiffres significatifs, à savoir 6,02 fois 10 puissance 23. Passons à l'application numérique et essayons de nouveau d'utiliser le moins possible la calculatrice pour nous préparer à l'exercice suivant. Séparons nos nombres de nos puissances de 10, ce qui nous fait 7,41 sur 6,02 d'un côté et 10 puissance 18 sur 10 puissance 23 de l'autre côté. Ce qui va nous donner pour la partie nombre 1,23 si on ne garde que 3 chiffres significatifs. Et pour les puissances de 10, on va avoir 10 puissance 18 moins 23. Soit 10 puissance moins 5. La quantité de matière de nicotine dans un chewing-gum, elle est donc de 1,23 fois 10 puissance moins 5 mol, ou encore 0,123 millimol de nicotine pour un chewing-gum. Troisième exercice à présent à réaliser sans calculatrice. Nous allons donc répéter les 3 étapes du calcul pour retrouver la quantité de matière, comme nous avons fait lors du cours. Et les données numériques, cette fois, elles ont été simplifiées pour nous permettre de réaliser l'exercice sans calculatrice. Comme la constante d'Avogadro, par exemple, que vous voyez ici, qui est de 6,00 fois 10 puissance 23 mol moins 1, au lieu de 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Commençons donc avec la première étape, où on nous demande de calculer la masse d'une molécule de dioxyde de silicium, molécules donc qui sont utilisées pour fabriquer ces bouteilles de verre. Et la formule brute du dioxyde de silicium, elle nous est d'ailleurs donnée dans l'énoncé pour qu'on sache bien de quel atome la molécule est constituée. Puisque la masse d'une molécule, c'est effectivement la somme des masses des atomes qui la composent. Nous devons donc ajouter une fois la masse du silicium, soit 4,5 fois 10 puissance moins 26 kg.
avec 2 fois la masse de l'oxygène, soit 2 fois 2,75 fois 10 puissance moins 26 kg. Si on met le 10 puissance moins 26 en facteur commun, on se retrouve avec le calcul suivant à faire 4,5 plus 2 fois 2,75. Et 2 fois 2,75, cela nous donnera 5,5. Puisque 2 fois 2,5, ça nous donne 5. Nous avons donc 4,5 plus 5,5 fois 10 puissance moins 26. Ce qui nous fait finalement 10 fois 10 puissance moins 26. Donc en écriture scientifique, avec 3 chiffres significatifs, pour garder la même notation que les données de l'exercice, on obtient une masse de 1,00 fois 10 puissance moins 25 kg pour une molécule de dioxyde de silicium. Maintenant que nous avons la masse d'une molécule de dioxyde de silicium, passons à la deuxième étape, à savoir trouver combien est-ce qu'il y a de molécules de silicium dans cette bouteille en verre. Cette bouteille, elle pèse 600 grammes. Mais attention, on nous dit bien dans l'énoncé que le verre, il ne contient que 50% de dioxyde de silicium. Donc si on considère que notre bouteille de verre de 600 grammes, elle est composée seulement à moitié de dioxyde de silicium, cela ne fait finalement que 300 grammes de dioxyde de silicium pour la bouteille. Et si on sait qu'il y a 300 grammes de dioxyde de silicium et qu'on connaît la masse d'une molécule de dioxyde de silicium, on peut facilement trouver le nombre de molécules présentes dans la bouteille. Attention toutefois, la masse de notre molécule, elle est donnée en kilogrammes. Nous devons aussi avoir la masse de l'échantillon de matière en kilogrammes pour pouvoir diviser par la même unité. Et puisque 1 gramme c'est 10 puissance moins 3 kg, 300 grammes finalement c'est 300 fois 10 puissance moins 3 kg. On divise donc la masse de notre échantillon, 300 fois 10 puissance moins 3 kg, par la masse d'une molécule, 1,0 fois 10 puissance moins 25 kg. Séparons donc les nombres de nos puissances. Nous avons en nombre 300 divisé par 1, ce qui nous donnera 300. Et pour les puissances, on aura, grâce à la formule mathématique qui nous dit que 10 puissance A sur 10 puissance B nous donne 10 puissance A moins B, on aura finalement 10 puissance moins 3 moins 25, soit 10 puissance moins 3 plus 25, soit 10 puissance 22. Et 300 fois 10 puissance 22, c'est la même chose que 3 fois 10 puissance 24. Donc finalement, dans notre bouteille en verre, on trouve qu'il y a 3 fois 10 puissance 24 molécules de dioxyde de silicium. Un très grand nombre, forcément. Et ce très grand nombre d'atomes, nous allons devoir dire à combien de moles cela correspond. Dans une dernière étape, où l'on souhaite trouver la quantité de matière petit n, en divisant ce grand nombre d'atomes par la constante d'Avogadro. Passons donc à l'application numérique et divisons notre nombre d'atomes, soit 3,00 fois 10 puissance 24, par le nombre d'entités contenues dans une mole, la constante d'Avogadro, qui vaut 6,00 fois 10 puissance 23, et séparons comme d'habitude les nombres des puissances de 10. 3 divisé par 6, cela va nous donner 1,5, et 10 puissance 24 sur 10 puissance 23, cela va nous donner 10 puissance 24 moins 23, donc 10 puissance 1, ou 10. Donc on peut écrire 1,5 comme 0,5, que l'on va multiplier par 10, et finalement on obtient que la quantité de matière de dioxyde de silicium dans notre bouteille, elle est de 5 moles. Nous avons donc pour résoudre cet exercice, une fois de plus répété 3 étapes, à savoir calculer la masse d'une entité en 1, trouver le nombre d'entités dans l'échantillon en 2, et trouver la quantité de matière de l'échantillon en 3. Le tout en utilisant bien ces deux formules vues en cours et qui sont à connaître par cœur. Passons maintenant au quatrième exercice, un exercice sur des médicaments à base de caféine servant à lutter contre la fatigue. La molécule de caféine nous est donnée dans l'énoncé et nous avons une série de 6 questions. Pour commencer, il faut démontrer à partir de la formule brute de la caféine et grâce aux masses des atomes qui nous sont fournis dans les données, que la masse d'une molécule de caféine, ça vaut bien 3,23 fois 10 puissance moins 25 kg. Et en effet, sur notre calculatrice, on ajoute 8 fois la masse du carbone, puisqu'il y a 8 atomes de carbone dans cette molécule, avec 10 fois la masse de l'hydrogène, puisqu'il y a 10 atomes d'hydrogène dans cette molécule, et on ajoute également 2 fois la masse de l'oxygène pour les 2 atomes présents dans la molécule.
est 4 fois la masse d'un atome d'azote, puisqu'il y a 4 atomes d'azote dans cette molécule. Et finalement, on trouve bien que cette molécule de caféine, elle pèse 3,23 fois 10 puissance moins 25 kg. Passons à la deuxième étape du calcul et à la deuxième question de l'exercice. On veut cette fois trouver le nombre d'entités chimiques présentes dans un comprimé. Pour cela, il faut diviser la masse de l'échantillon, ici la masse de caféine dans un comprimé, qui si on regarde bien sur la photo de la boîte de médicaments, elle est de 200 mg, par la masse d'une molécule de caféine que nous venons de calculer à la première question. Attention ici, le grand N étant un nombre sans unité, les masses doivent absolument être exprimées dans la même unité. Nous allons choisir le kilogramme, déjà utilisé pour la masse de la molécule, et ainsi le comprimé qui pèse 200 mg, il pèse finalement 200 fois 10 puissance moins 3 g, soit 200 fois 10 puissance moins 6 kg. Passons à l'application numérique et divisons 200 fois 10 puissance moins 6 par 3,23 fois 10 puissance moins 25. Nous trouvons bien le bon nombre de molécules qu'il nous était demandé de démontrer lors de cette question 2, à savoir qu'un comprimé de caféine, il contient 6,19 fois 10 puissance 20 molécules de caféine. Troisième question, on commence à en avoir l'habitude, on va chercher à exprimer la quantité de matière en mol, sachant qu'une mole de molécules de caféine représente 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de caféine. Divisons donc le nombre de molécules trouvées à la question 2 par la constante d'Avogadro, grand N indice grand A, et donnons bien le résultat avec 3 chiffres significatifs, soit la même précision que les données de l'énoncé. La quantité de matière d'un comprimé de caféine, elle est finalement de 1,03 fois 10 puissance moins 3 mol, soit 1,03 millimol. Pour la suite de l'exercice, on va faire appel à ce que vous avez vu plus tôt dans l'année, et notamment au cours sur les solutions aqueuses et la dissolution, permettant d'obtenir une solution d'une certaine concentration massique, Cm. Cette concentration massique, elle se calcule en divisant la masse du solide dissous par le volume de la solution. Ici, le comprimé que l'on va dissoudre, il pèse 200 mg. Il est d'usage de donner les concentrations massiques en grammes par litre. Convertissons donc cette masse en grammes, ce qui nous donne 200 fois 10 puissance moins 3 grammes, ou encore 0,2 g. Et le volume de la solution, qui lui est de 200 ml, on va le mettre en litres, à savoir 0,2 litres. Ainsi, la concentration massique, elle est très facile à calculer, puisque 0,2 divisé par 0,2, cela nous donne 1. Donc la concentration massique de caféine de la solution réalisée, elle est de 1 g par litre. On souhaite savoir si cette solution, obtenue par la dissolution d'un comprimé dans l'eau, elle est plus ou moins forte en caféine qu'une tasse de 100 ml de café qui, elle, contient 300 mg de caféine. Nous allons donc calculer la concentration massique de caféine de la tasse de café. Et attention, pour pouvoir comparer les deux concentrations massiques entre elles, elles doivent forcément être exprimées dans la même unité. Puisque nous avions calculé la concentration de notre solution en grammes par litre, faisons de même avec la tasse de café et divisons bien des grammes par des litres. En l'occurrence 0,3 g qui correspondent aux 300 mg par 0,1 litre qui correspondent aux 100 ml. Notre tasse de café, finalement, elle a une concentration massique de caféine de 3 g par litre. Ainsi, on peut répondre à la question qui nous est posée et dire que la tasse de café, elle est plus concentrée que la solution créée avec le comprimé, puisque 3 g par litre, c'est supérieur à 1 g par litre. Enfin, à la dernière question de cet exercice, on souhaite savoir combien de comprimés on peut prendre pour ne pas dépasser la masse maximale de caféine recommandée par jour. Cette masse à ne pas dépasser, elle est de 400 mg. Et chaque comprimé, il contient 200 mg de caféine. Il faudrait donc en prendre au maximum 2. Dernier exercice un peu différent où on n'est pas guidé par des questions. Nous sommes en présence d'une bague de masse 3 g et on connaît la quantité de matière d'or de cette bague. On souhaite juste savoir si au vu de cette quantité de matière, la bague, c'est une bague 18 carats ou 9 carats. On nous dit d'ailleurs dans l'énoncé que le carat, c'est le pourcentage en masse d'or de la bague. Si la bague pèse 24 grammes et que parmi ces 24 grammes, il y a 18 grammes d'or, alors le bijou, c'est un bijou 18 carats. Ici, on connaît la masse totale de la bague, qui est de 3 grammes. Parmi ces 3 grammes, essayons de savoir quelle est la masse d'or. Nous avons plusieurs données de l'énoncé qui vont nous permettre en effet de trouver cette masse d'or. On nous donne notamment la masse d'un atome d'or, qui est de 3,27 fois 10 puissance moins 25 kg.
Nous allons donc pouvoir utiliser la formule du cours qui relie le nombre d'atomes à la masse de l'échantillon et à la masse d'une entité, sauf que nous cherchons ici la masse de l'échantillon, la masse d'or contenue dans la bague. Qui se calculera donc si on isole le M indice or, qui est la masse de notre échantillon, dans la formule, comme la masse d'un atome d'or fois le nombre d'atomes d'or. Malheureusement, on ne connaît pas le nombre d'atomes d'or contenus dans la bague. En revanche, on connaît bien la quantité de matière d'or de la bague et la constante d'Avogadro qui nous est donnée dans l'énoncé. Nous allons donc pouvoir utiliser cette formule du cours qui nous dit que la quantité de matière, petit n, est égale au nombre d'atomes divisé par la constante d'Avogadro. Et si on isole le grand N, qui est celui que nous cherchons à calculer, il sera donc égal à la quantité de matière multipliée par la constante d'Avogadro. Passons à l'application numérique, puisque nous avons toutes les données qui nous permettent de réaliser ce calcul. Et en multipliant 5,71 fois 10 puissance moins 3 par 6,02 fois 10 puissance 23, nous trouvons que la bague, elle contient 3,44 fois 10 puissance 21 atomes d'or. Je vous rappelle que le nombre d'atomes, c'est une valeur sans unité, c'est juste un très grand nombre. Et puisque l'on sait combien il y a d'atomes d'or dans la bague, et que l'on connaît la masse d'un atome d'or, nous allons pouvoir retrouver la masse totale d'or de la bague, la masse de notre échantillon. En multipliant donc ce nombre d'atomes, 3,44 fois 10 puissance 21, par la masse d'un atome d'or, à savoir 3,27 fois 10 puissance moins 25, et on trouve finalement que la bague, elle contient 1,12 g d'or. Grâce à cette information, nous allons pouvoir répondre à la question de l'énoncé et dire finalement si cette bague c'est du 18 carats ou du 9 carats. En effet, si la bague c'est du 9 carats, 9/24e de sa masse est de l'or. Si c'est du 18 carats, 18/24e de sa masse sera de l'or. Donc finalement, 1,12 g d'or sur une bague de 3 grammes, cela représente combien de 24e? Si on isole le x dans l'équation qu'on vient de poser, on se retrouve avec 1,12 divisé par 3, que l'on multiplie par 24, et on trouve que notre x, il vaut 8,96. Nous sommes donc finalement en présence d'une bague 9 carats, puisqu'il y a environ 9/24e de la masse de la bague qui est de l'or. Et voilà qui conclut la correction de nos 22 exercices sur la modélisation de la matière en classe de seconde au lycée.